Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. La deuxième avec Jean-Pierre Vigneault, que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à lire ses 2 biographies. L'ancienne que vous trouverez assez difficilement, Corps d'acier, et la nouvelle qui a été faite avec Jean-Pierre Leloup, enfin par Jean-Pierre Leloup notamment, et donc qui est Construire sa légende. Celle-ci vous la trouverez facilement, elle vient tout juste de sortir et elle est très intéressante parce que je vous montre à l'intérieur, vous avez, je vais en trouver des petits encadrés comme ça, que je trouve très pertinent pour expliquer en fait la philosophie Vigneault. Voilà, donc c'est vraiment très riche. Bonjour Jean-Pierre à nouveau. Bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, merci de te prêter au jeu de ces interviews. Nous sommes vraiment très touchés, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui t'est cher, c'est le karaté traditionnel, quelque chose qui t'a aidé à te construire. Tu as dit dans un de... alors, je crois que c'est dans Le Maître et le Bâtard, si je ne me trompe pas. Tu as dit tout ce qui m'est arrivé de bien m'est arrivé par le karaté. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le karaté t'a aidé à te construire ? Au niveau de la santé. C'est-à-dire, tu peux expliquer ? La santé, je suis jamais malade. 50 pulsations cardiaques à la minute, même aujourd'hui. 12,5 de tension, aujourd'hui. Un problème de calcification osseuse. Je tombais partout. J'avais un problème de poumon. Alors, les poumons, j'ai entendu un jour le directeur de l'assistance publique qui disait à ma mère nourricière, ils n'avaient pas vu que j'étais derrière le mur, il a plus que 3 mois à vivre. T'as intérêt à voir le mental, hein. Oui. Donc je me rappelle que j'avais attrapé une gros rhume ou grosse grippe, il faisait moins 20, moins 25, et je suis sorti dehors, pelleter la neige. 48 heures après, j'avais plus rien. Et à l'époque, il n'y avait pas le chauffage, hein. Il y avait des grosses briques qu'on mettait chauffer dans la cheminée et qu'on mettait dans le lit pour chauffer le lit. C'est avec des couettes à plumes d'oie. Les oies, on les avait, les canards, on les avait. Quand on mangeait du canard, on mangeait des oies, on gardait les plumes. Et on faisait les matelas avec, pas moi, hein. Moi, je me mettais sous le matelas, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu opposes souvent karaté traditionnel et sport de combat, karaté compétition. Est-ce que tu pourrais expliquer clairement qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre ? Le sport de combat en karaté, c'est faire croire aux gens qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en réalité. Les arts martiaux, c'est pas une incitation à faire le même parcours, mais quelque part, ou c'est bon, ou t'es pas bon, ou t'as perdu, ou t'es mort. T'as perdu, donc t'es mort. Mais même si t'es pas mort et que t'as perdu, quelque part dans ta tête, t'es face à la réalité. Je crois que la réalité, le mot de la réalité, il n'est plus à la mode. Et moi, je suis pas à la mode. Parce que pour moi, une mode, ça se démode. Je me suis rasé les cheveux parce que je les perdais devant. Ils tombaient à la main. En fait, j'avais mis un coup de tête à quelqu'un qui avait les dents, ça s'est infecté, et les cheveux tombaient. Donc comme ils ont décidé de tomber devant, j'ai décidé moi de les couper derrière. D'accord. J'en étais sûr que c'était un rapport avec les coups de tête. J'allais le dire pour la bêtise. J'ai une vieille cicatrice, hein. Oui, je tapais dans les dents. Mais j'ai mis un coup de tête en sautant du toit d'une voiture. Oui, tu le racontes dans Corps d'acier. Le mec m'avait mis un coup de couteau. J'étais un copain, l'autre devant moi, il était comme ça. Et l'autre derrière lui, il a passé son bras avec le couteau sous le bras. Mais j'étais juste en face. Tac, j'ai évité, c'est passé là. Donc j'ai voulu rattraper celui-là et je l'ai rattrapé. Est-ce que pour toi, le karaté traditionnel peut être efficace pour la self-défense ? À la base de la self-défense, c'est la pratique des arts martiaux. Pas l'inverse. Qu'on pratique l'aïkido, mais si on ne fait pas l'atemi,
on n'est pas efficace. Moi, je veux bien qu'on m'attrape par la veste, puis je lui attrape le poignet, puis je le tords. Moi, j'ai un à attraper par la veste, tu mets un pain derrière, il t'attrapera jamais pour le poignet. Et j'ai des vieux amis, parce que je les connais depuis 45 ou 50 ans, on est complètement d'accord avec. S'il n'y a pas l'athémie derrière, il n'y a pas que ça à main fermée, il y a les athémies à main ouverte, évidemment. Au niveau du coup de boule, justement, c'est pas quelque chose qui... Alors, il existe hein, bien sûr dans le karaté, mais c'est pas quelque chose de très répandu. Comment tu as développé ce style du coup de boule, le coup de boule à la Vigneault? En jouant au foot. Je joue au foot, mettez les coups de tête dans le ballon. En fait, tu entraînes les Zinedine Zidane. Moi, je mets des coups de boule martiaux. Parce que les taureaux, les béliers, quand ils se battent à coups de tête, un animal sauvage ne cherche jamais à détruire l'autre. Les humains, ils sont tellement stupides qu'eux, ils vont se détruire. Ils vont même inventer Des outils exprès pour. Smith et Wesson, les deux cousins. Tu as pratiqué, tu en parlais dans ta dernière interview, hein, tu as pratiqué de suite le judo, le karaté, l'aïkido. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui commence de faire comme toi? J'ai une notion du bonheur qui est particulier. En fait, c'est devenu plusieurs disciplines. Mais à l'origine de l'origine, il n'y avait qu'une discipline. Et dans cette discipline, il y avait le corps à corps, les projections, parce que dans le judo, il y a celui qui travaille debout et le judo au sol, qui est devenu le grappling, le MMA. Le MMA, c'est devenu avec de la boxe. Il y a des points des gants qui ne sont pas vraiment des gants de boxe. Mais je ne savais pas qu'il y avait la lutte parisienne. La lutte parisienne, c'est gants de boxe et coups de pied. Et corps à corps. Oui. J'ai appris ça, moi, par un monsieur qui donnait des cours de lutte parisienne. Ah, c'est revenu à la mode? Je savais pas que c'était revenu à la mode, par contre. C'est à la mode, je ne sais pas s'il a réussi à le remettre à la mode. Mais par contre, lui, il n'avait rien lâché là-dedans. C'est intéressant. Mais oui, c'était intéressant. Les arts martiaux traditionnels français et européens reviennent sur le devant de la scène aussi. La boxe française, mais traditionnelle, avec la lutte parisienne, justement. On avait fait une interview de quelqu'un qui essaye de les remettre au bout du jour. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, finalement, il n'y a peut-être pas que le judo, ou que... On est tous fait pareil, et finalement, on retrouve les mêmes techniques. On a deux jambes, on a deux bras. Mais moi, je considère les arts martiaux quand on n'a pas de gants dans les mains. Qu'avec les gants dans les mains, on est limité. On ne peut pas travailler avec les doigts. J'ai jamais vu casser 4 planches avec quelqu'un avec des gants de boxe dans les mains. J'ai jamais vu quelqu'un casser les bouteilles non plus avec les mains, avec des gants. La main, c'est une arme. Et si on a des gants, ça ne peut plus être art martial, pour moi. À l'origine de l'origine, il n'y avait pas de gants. Même pour l'entraînement? Même pour l'entraînement. J'ai vu Takami Takayetsu donner des cours de karaté Uchiryu, renforcement du corps. Des gens qui voulaient faire du karaté dur, mais tenaient pas le coup. C'était trop dur. Le Uechiryu, ça a la réputation très dure. Et j'ai bien connu Takami Takayetsu pendant 12 ou 15 ans. Donner des cours de karaté dans mon club, où moi-même je donne des cours de karaté. Ça me posait pas de problème. J'ai même un vieux copain un jour qui a voulu monter une section karaté Shotokan. Alors je fais du karaté Shotokan. Pas de problème. Les gens ils font un cours à l'essai chez toi, ils font un cours à l'essai. C'est tout. Oui, bah c'est très bien parce que finalement, tu en parlais dans la dernière interview, le prof, il est pour beaucoup dans l'apprentissage, il faut qu'on ait le feeling avec un professeur. Peut-être que certains n'auront pas le feeling avec toi, ils l'auront avec ton ami, ou l'inverse. Je crois que la raison pour laquelle on donne des cours est aussi importante que le cours lui-même qu'on donne. Si on donne des cours de karaté, de judo, de salsa ou de je sais pas quoi, pour gagner de l'argent, ça y est, c'est fini. On va commencer à compter le nombre de personnes qu'on a dans le cours. Et on se dit, ah, aujourd'hui je gagne bien ma vie. Plus bonne la raison. Et pourquoi tu donnes des cours de karaté, toi? Par passion. Je suis passionné. Si même je donne pas de cours, je m'entraîne moi. Je continue à m'entraîner. Et je continuerai à m'entraîner. Et quand tu t'entraînes aujourd'hui, tu t'entraînes qu'au karaté ou tu t'entraînes encore à tous les autres pendant dont tu parlais? Si je suis tout seul, je peux m'entraîner au tumfa, les armes d'Okinawa, le nunchaku, le bâton, le sabre. Le yai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'Iaido. Je faisais pas mal de tirs à l'arc à une époque. C'est sympa ça aussi. Tir à l'arc pour la concentration. Du kyudo du coup, du tir à l'arc japonais? Alors, les arcs aujourd'hui, mais dans l'esprit kyudo. C'est pas la cible qui compte. Oui. C'est pas de tirer dans le centre de la cible.
Alors, ça m'amène d'ailleurs à une autre question. Au niveau des armes, quelle est la place de l'arme dans ta pratique à toi? Est-ce que comment par rapport au travail à main nue, tu relis l'arme? Au prolongement de moi-même. Quand j'étais videur, moi je travaillais avec des nunchakus, d'une efficacité redoutable. Redoutable quand on sait s'en servir. Parce que quand on ne sait pas s'en servir, dès qu'on touche quelque chose, le nunchak nous revient en pleine tronche. Moi j'en avais un dans la manche, j'en avais un dans le dos. Parce que très souvent je l'ai cassé. Je tapais, bam, il cassait dans la tête de l'autre. Hein. Mais à l'époque, les hommes étaient des hommes. C'est-à-dire, ils venaient foutre la merde à la porte de la boîte, ils prenaient une dérouillée, ils rentraient chez lui ou il allait à l'hôpital. Point final. Il venait chercher la merde, il l'avait trouvé. En fait, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Maintenant, ils viennent chercher la merde, tu leur mets une dérouillée, ils vont porter plainte. Ça t'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Ça m'a coûté 12 000 euros. En première instance, ça m'a coûté 18 000. En deuxième instance, 12 000. Sauf que ce monsieur, il mesurait 1m80. Il pesait 120 kg. Il développait, au développé couché, 250 kg. Au squat, 250. Il était videur en boîte de nuit. Ce que j'ai pas dit à la police à l'époque, il était macro. Proxénète. Et ce mec vient foutre la merde dans la salle de muscule où je travaillais moi. Il a impressionné tout le monde. J'y mets une dérouillée. Et il va porter plainte. C'est pas grave. Quelle est la place du kata pour quelqu'un qui veut devenir un bon combattant? À quoi ça sert le kata? Il y a une vingtaine de façons d'interpréter. Puisqu'il y a à peu près, sur ces mouvements, pour Ian Nidan, il y a des interprétations énormes. Il y en a une, c'est pour bloquer, il y en a une, c'est pour casser. Il y en a une, c'est un tetsui, taper avec la main fermée ou la main ouverte. Et l'autre, tu bloques, tu casses le bras et tu fais un tsuki yoko. Donc c'est des interprétations différentes. Il y a une vingtaine d'interprétations. On oblige à travailler un bunkai, c'est-à-dire l'interprétation d'un mouvement pour un mouvement. Ça veut dire qu'on ne connaît pas les autres. On en oublie 19 finalement. Ouais. Peut-être qu'on les oublie ou peut-être qu'on ne les connaît pas. C'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Oui, comme on le dit dans la dernière interview, on n'invente rien, ça a déjà été fait. Et puis pour inventer quelque chose, il faut être très 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 intelligent. Ils n'étaient pas stupides les originaux. Hein. Ils n'étaient pas stupides. Non, loin de là. C'était plutôt des érudits. Et pour quelqu'un qui serait videur, comme tu l'as été, est-ce que les katas t'ont apporté quelque chose? Non. Rien. C'est un état d'esprit, la pratique. Je me rappelle qu'un jour, on avait travaillé avec Kazé les coups de coude, les MP. Et ce jour-là, je me suis dit en sortant du cours, ce soir, si j'ai un problème, je ne travaillerai que les coups de coude. Et là, j'ai appris effectivement, au niveau du placement ou du déplacement, c'est là que l'aïkido est supérieur à tout. C'est que les déplacements font que l'autre va se déplacer. Il va se déplacer comme tu veux toi, et comme lui il croit qu'il s'est déplacé, et qu'il a voulu volontairement se déplacer comme ça. Et tu le places dans des situations qui sont catastrophiques pour lui. Donc c'est-à-dire mener la danse en fait, le faire. Tu mènes la danse. Piéger le... Et là l'aïkido est supérieur à beaucoup de choses. Dans mon karaté, moi j'ai des déplacements, des taishabaki en d'aïkido. Alors j'ai du déplacement en lettres alphabétiques, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est en combat. Est-ce que par rapport au karaté traditionnel et à son efficacité, tu aurais voulu que je te pose une question que je ne t'ai pas posée? Je pourrais ajouter un détail. La cascade m'a renforcé en karaté. Parce que quand tu es en bout d'une ligne droite de 800 mètres et que tu dois percuter des voitures à 237 km/h, ou tu dois passer sur un tremplin pour faire 50, 60 ou 70 mètres de saut dans l'eau ou sur terre, qu'un mec en face de toi peut te faire. Mentalement. T'as un gars avec des takiwalki qui me disait « Go, tout est prêt !» C'est-à-dire tout est prêt, les pompiers sont prêts, la Croix-Rouge est prête, les ambulances sont prêtes, tout est prêt. Et tu fonces. Alors j'ai vu moi sur des films de l'époque, les gars quand ils faisaient un saut ou quand ils allaient percuter des voitures, on voyait les stops s'allumer. Tu freinais. Au contraire, il faut accélérer. L'inertie va rentrer. Alors que si tu freines et que tu tapes l'autre en freinant, l'inertie c'est toi qui la prends. Et en karaté, ça t'a aidé à pas freiner? Ah bah, quand j'étais videur, que j'étais face à 2, 3 ou 4 ou 5 personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire de plus? Et tu rentres. Tu rentres là-dedans. Et tu travailles le karaté.
Tu travailles les arts martiaux, tu travailles les déplacements, la précision, parce que si on est karatéka très souple, très beau, avec des ballerines et tout, mais qu'on n'est pas précis, tu mets un coup de poing, tu tapes à côté, tu mets les doigts dans la gorge, tu tapes à côté, ça sert à quoi? Précision, puissance, vitesse, souplesse, intelligence. C'est une vie entière. Mon volant de trois de mes records du monde, percussion, tonneau en voiture sans toit et record du monde de son longueur. Pourquoi tu avais choisi ce volant? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Parce qu'il était plus petit que les autres. D'accord. Ça passait mieux. Tu parles des points vitaux, je t'ai vu déjà parler plusieurs fois de points vitaux dans des vidéos ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est, ou est-ce que tu les as déjà utilisés en situation réelle, les points vitaux? J'ai utilisé que ça. Par exemple, tu mets une gifle. En karaté, on dit mets ton pouce là. Si tu as ton pouce ici, on va t'expliquer, tu peux te le faire esquinter. C'est vrai. Et c'est pas que ça. Si je mets la main là, je mets une gifle, mon pouce il arrive dans l'œil. Et le paume de ma main, il arrive dans l'oreille. Il explose le tympan, il crève l'œil. T'as plus qu'à pousser. Ça, c'est martial. Ça, c'est les points vitaux qui sont visibles et qui sont très gros. Je parle des points vitaux, tu sais, les points de pression et des choses comme ça. Est-ce que... Non, moi, je frappe. Les doigts dans les côtes, t'attrapes les côtes, tu tires les côtes. Attraper la gorge, je lâchais pas, mais bon, ça m'a attrapé le poignet. Même si on me tapait, je lâchais rien du tout. Ça, c'est les buses. Moi, j'ai été élevé dans le Morvan, il n'y avait pas d'aigles, il y avait des buses. C'est les petits aigles, les buses. Et je me rappelle qu'un jour, j'en avais levé une, elle m'a attrapé le pouce avec sa patte, elle n'a pas voulu me faire mal, mais elle a traversé mon pouce. Elle a fermé le cerf, elle a perdu l'équilibre, donc elle a battu un peu des ailes, et pour se tenir, elle m'a traversé le pouce. Et je me suis dit, t'attrapes et tu lâches plus. Les animaux, ils ont la vérité, eux. Ils n'ont pas la parole, c'est tout. Ils disent moins de conneries que nous. Sur ces belles paroles, je vous rappelle que il y a donc la biographie qui vient de sortir, faite par Jean-Pierre Leloup sur Jean-Pierre Vigneault. Vraiment, foncez. Si vous êtes intéressé par la philosophie, par la façon de voir les arts martiaux, c'est vraiment une biographie qui m'a beaucoup inspiré. On y voit un immense respect de l'un envers l'autre dans les échanges, un immense respect envers les disciplines. Et on apprend énormément sur la pratique, ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre un peu de recul. Donc vraiment, si vous êtes lecteur, n'hésitez surtout pas à aller la lire. On vous dit à très vite, tchoubaï. Là, c'est la photo de... Celle-là, c'est la photo d'Alexandro Jodorowsky, japonisé. Bien sûr. Alexandro, avec lequel j'ai travaillé. Là, c'est Patrice Laffont, présentateur télé, qui avait fait les chiffres et les lettres à une époque, Fort Boyard et les mariés de l'an 2, que j'avais rencontré à une émission, quand il avait produit une émission de cascade. Et qui est devenu un ami à toi après avec le temps. On ne s'est jamais quitté de vue. On ne se voit pas tous les jours, évidemment. Là, c'est la personne qui a fait tous les dessins. C'est une amie. Qu'au milieu, c'est une dame qui avait fait les dessins, qui est là-dedans, qui est dans le dessin, qui était dans la sculpture, et qui continue, qui était une de mes élèves en karaté, Karine Curec. Héros d'Imobius, qui faisait les bandes dessinées de Blueberry, Metal Hurlant et autres, qui avait redessiné sa tête lui-même directement, et Karine Curec avait fait la tête des autres et le corps de tous. Et lui, il avait dessiné sa tête. Elle m'a dessiné moi, avec des cheveux. Avec des cheveux. Faut avoir beaucoup d'imagination là. Hein. Non, on y arrive. Tiens, me voir avec des cheveux. Tu mets à côté, hein. Ouais. Ça le fait, hein. Ouais. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchoubaï.
Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.